Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chômage et le sous-emploi prennent de plus en plus de l'ampleur dans notre pays ces derniers temps. C'est ainsi que les diplômés sans emploi ne cessent de manifester et en organisant des sittings, des grèves, des faim et autres manifestations. Il y a eu même une tentative de départ en exil. Pour échanger autour de la lancinante question de l'intégration des diplômés, Hind Ahmed Chérif et moi-même, Souleymane Diabo, recevons sur ce plateau de l'invité de la semaine les ministres de la fonction publique, de l'emploi et de la concertation sociale, Bra Mohamed. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Bonsoir. Monsieur le ministre, dans l'une de ses déclarations, feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, avait promis le recrutement de 20 000 jeunes à la fonction publique en 2020. Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec cette promesse? Merci, merci toujours, surtout de nous donner l'opportunité de venir ici sur ce plateau, donner quelques éclaircissements parce que c'est souvent le cas. Tout ce qui est lié au social est assez complexe et difficilement compréhensible. Donc d'abord je vous remercie pour cela. Il faut dire que par rapport au recrutement de 20 000 jeunes à la fonction publique, l'annonce donc de ce recrutement a été faite suite à l'éclaircie qu'a connu le pays suite à la récession, donc à la crise financière et économique qui a frappé de plein fouet tous les pays du monde et le Tchad avec. Et au sortir donc de cette crise, il fallait faire quelque chose parce qu'il y a eu une certaine embellie, mais qui malheureusement n'a pas duré entre 2014 et 2019. Il s'est avéré donc nécessaire parce que le Tchad à l'époque déjà avait d'autres engagements à tenir et il fallait mettre en veilleuse un certain nombre d'activités à ses côtés et surtout que c'était pas bien fait à l'époque, c'est ce qu'on disait, et il fallait arrêter pour le reprendre éventuellement. Entre-temps, non seulement l'embellie n'a pas duré, mais aussi beaucoup trop d'impondérables sont survenus dans la vie de notre nation. La plus grave d'ailleurs, c'est celle qui a emporté le défunt maréchal, l'auteur même de cette promesse-là, et qui a mis à rude épreuve notre pays. Pour maintenant le reprendre, je pense le processus, le gouvernement de transition et avec le président du Conseil militaire de transition sont à pied d'œuvre pour le faire. Nous inscrivons tous dans cette logique de continuité. Je pense qu'on va pouvoir le poursuivre. C'est un processus donc il va falloir peser le pour, le contre, prendre en compte un certain nombre de paramètres et lancer la machine. Sinon, déjà, environ 7 000 sur les 20 000 jeunes sont intégrés à la fonction publique. D'autres sont en passe de percevoir leur salaire. Le plus grand nombre est déjà entré en possession déjà de son dû. Pour le reste, c'est un processus qui continue. Le pays ayant traversé une très mauvaise passe, il va falloir d'abord s'assurer qu'on est debout, qu'on a repris notre place dans le concert des nations après ce séisme-là. Le premier réflexe, d'ailleurs, c'est l'instinct humain qui le veut, qui l'exige. Il faut assurer d'abord la paix, la sécurité du pays. Il faut assurer la continuité de l'État. Je voudrais rassurer ici que c'est un processus. Après avoir examiné un certain nombre de paramètres, après avoir élagué également tout ce qui est goulot d'étranglement, tout ce qui nous empêche de bien faire ce travail, tout de suite ce travail de recrutement va commencer. Donc je rassure tout le monde que c'est un processus mais qui va être poursuivi de telle sorte que
les gens soient casés. Alors, Monsieur le ministre, lors de votre sortie du 9 juillet dernier, vous avez déclaré que la fonction publique est saturée et vous avez aussi par ailleurs demandé au secteur privé de venir à la rescousse du gouvernement. Les diplômés sans emploi semblent très mal apprécier votre démarche. Qu'en dites-vous? Merci, madame. C'est une question qui, faute d'une bonne interprétation, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons été mis sous l'effet de projecteurs durant des semaines, pour ne pas dire des critiques acerbes. Mais qui connaît Bras, je pense qu'il n'agit pas comme ça. Mais il fallait tout de suite dire que les gens sont allés trop vite en besogne. Vous avez vous-même dit qu'on a dit que la fonction publique est saturée, mais on a appelé les gens à la ressource. Mais pour appeler quelqu'un à la ressource, pour aller lui demander quelque chose, on ne peut pas lui dire qu'on en a et donnez-moi. C'est en plaidant pour ces jeunes-là. C'est en voulant leur trouver également d'autres opportunités. Ensuite de ce qu'on a, la fonction publique, qu'on a été amené à dire ça. Évidemment, c'est le cas. La fonction publique est saturée. Non seulement elle est saturée, mais elle est truffée également d'agents fantômes qui perçoivent sans aucun effort le salaire, mais qui gonflent la masse salariale, mais qui empêchent également toute possibilité de recrutement. Donc, il va falloir les identifier, les sortir pour nous faire de la place. Donc, c'est tout un processus, c'est une démarche assez participative dans laquelle on s'est inscrit. Et comme le font tous les pays en développement, il faut désormais expérimenter ce qu'on appelle partenariat public-privé. Sans le privé, le public seul ne peut jamais rien réaliser de grand. L'État-providence étant déjà mis à côté, face à tous ces engagements qu'on prend auprès des institutions de Bretton Woods, moi je pense qu'il faut souvent faire en sorte que le privé prenne également y part. Non seulement on ne leur demande pas, c'est nos textes qui disent qu'ils se doivent de recruter à hauteur de 98% dans les compétences nationales. Je ne suis pas sûr que les entreprises, ou bien toutes les entreprises, appliquent à la lettre les dispositions de ces lois-là. C'est pourquoi, de façon assez diplomatique, on leur a rappelé leurs obligations, mais aussi notre intention de descendre très rapidement, très bientôt, sur le terrain, constater de visu ce qui se passe, et ce faisant, on va trouver des places supplémentaires pour nos jeunes. Quand vous dites que la fonction publique est saturée, ça veut dire qu'il n'y a plus de recrutement? Saturé ne veut pas dire que les portes de la fonction publique sont fermées. Saturé veut dire que il y a des ressources à rechercher. Donc c'est un travail qui doit se faire. Il y a des fonctionnaires indélicats à identifier et à sortir. Il y a des fonctionnaires décédés mais pas déclarés. Il y a des fonctionnaires qui s'illustrent par ce qu'on appelle le double emploi. Et là, Dieu seul sait, ils sont nombreux dans ce pays-là. C'est contre cette pratique que le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, veut aller. La descente sur le terrain a un double intérêt. Non seulement ça nous permettra de voir les conditions de travail de nos compatriotes, mais aussi de l'entreprise, de l'application des textes, mais aussi de découvrir, en faisant ce travail de comparaison, de croisement, lequel de nos fonctionnaires émergents à la SOL ont également un autre traitement ailleurs. Et là, c'est systématique. On va non seulement les extirper du fichier de la SOL, mais aussi émettre ce qu'on appelle l'ordre de recette. Donc, c'est un processus. Il ne faut pas non plus s'empresser pour prêter d'intention aux gens, mais on ne va pas non plus tout de suite
décliner toute notre stratégie ici. À quel public je me suis adressé quand j'ai dit saturer? Je n'ai pas réuni les diplômés sans emploi pour leur dire cela. Suivez mon regard. Monsieur le ministre, les chefs d'entreprise se plaignent par rapport à la cherté des impôts sur les entreprises au Tchad. Monsieur le ministre, en contrepartie, pour la création des emplois, le gouvernement a-t-il prévu une facilité fiscale pour le secteur privé, d'une manière générale? La facilité fiscale est déjà une réalité. Le Tchad, vous savez, c'est un jeune pays où il fallait tout mettre en place, ou bien tout a commencé à être mis en place normalement à partir du moment où on a commencé par exploiter notre personne. Sans ressources, un pays ne peut pas aller loin. On ne peut pas non plus prétendre rester à la même table que les autres. Ayant pris conscience de notre retard, tout de suite, on a mis en place ces facilités-là. Aujourd'hui, les entreprises, comparées à il y a 10 ans, bénéficient de beaucoup trop de facilités. Les conditions d'investissement sont là. Le défunt maréchal y a pensé. La mise en place de l'ANI, l'Agence nationale d'investissement, il y a ce qu'on appelle le guichet unique. Pour créer son entreprise, je pense, on ne met pas beaucoup trop de temps. Comparé à il y a 10 ans, il y a 5 ans. En une semaine tout au plus, on a. Nos ressources ne nous proviennent que du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole, le prix du baril a chuté. À un point où on ne peut même pas honorer nos engagements à l'international. Il faut aujourd'hui remercier la Providence, le très haut, parce que depuis la crise, les salaires sont payés. C'était improbable. Vous avez, au cours de votre communication, dénoncé des responsables de ressources humaines. Ces derniers, selon vous, protègent des fonctionnaires qui perçoivent 2 salaires en exerçant frauduleusement dans le privé. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour stopper ce phénomène? La stratégie, elle est simple. On va juste faire ce travail de croisement, de comparaison du fichier que détient les entreprises avec nous, nos fichiers ici. Pour tout de suite déceler qui émarge dans les ONG là-bas, quelque part dans le pays, qui émarge dans une de ces sociétés, ces multinationales, et qui travaille réellement pour la fonction publique, tel qu'il s'est engagé. Monsieur le ministre, plusieurs opérations de recensement pour démasquer les faux agents qui émargent au Trésor public n'ont abouti aux résultats escomptés. Comment comptez-vous faire pour mettre fin à ces phénomènes? Il y a eu beaucoup de DG, pas beaucoup, mais il y a au moins eu 2. C'est un processus. Les gens ont vite fait d'attendre le fruit mûr. Non. Il y a un timing à l'issue duquel il fallait déposer son rapport et dire les conclusions. Le processus n'étant pas encore arrivé à son terme, on doit les dire. Il y a eu un rapport qu'on appelait partiel qui a été déposé. On attend le rapport définitif. Entre-temps, tous ceux-là qu'on a taxés de faux diplômes, parce qu'à ce jour, jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés détenteurs de faux diplômes. Et même les auditeurs leur notifient, dans leur notification, disent clairement qu'ils ont tel jour pour venir se justifier, auquel cas, je pense, Dieu seul sait le nombre de requêtes qu'on enregistre à la fonction publique. Et il y en a qui, parce que ils ont été très mal appréciés, jugés, on leur fait entrer dans leurs droits. D'autres dont les diplômes sont réellement faux, je pense que là, le gouvernement va prendre une décision les concernant une fois le rapport définitif déposé. Parce que il s'est avéré que le cabinet burkinabé à qui l'on a confié ce travail d'audit n'a pas
l'autorisation nécessaire d'aller dans les universités à l'extérieur du pays pour... Donc ce travail a été confié à l'ONEX qui est à pied d'œuvre et très bientôt on va. C'est un travail collégial, gouvernement, patronat, mais aussi syndicat. Il y a un comité technique qui fait le travail en amont, mais un comité de pilotage présidé à l'époque par le EGPR à la présidence. Donc dans tous ces segments-là, on a également les syndicats. C'est pour vous dire que tout est fait dans la transparence la plus totale. Si jamais il y a problème, ils seront les premiers à le dénoncer. Monsieur le ministre, le secteur de la santé et de l'éducation ont un besoin réel d'agents. Alors, qu'entend faire votre département en tant que pourvoyeur d'employés pour satisfaire le besoin de ces secteurs incontournables? Ces deux secteurs qu'on a appelés prioritaires, vitaux aussi, ont de tout temps bénéficié de toutes les attentions du gouvernement. Déjà par le traitement salarial, ensuite par le recrutement en leur faveur. Même dans la dernière vague de recrutement, le plus gros lot est orienté vers ces deux secteurs. Mais le besoin se fait toujours ressentir. Bien sûr, parce que le pays est immense. Parce qu'on a un problème même de redéploiement d'agents. Il va falloir que les différents responsables à tous les niveaux, ce n'est pas seulement les ministres, que même les DG, les directeurs, les délégués s'assument. Quand on leur affecte des enseignants, les gens ne veulent pas aller en dehors. Tout comme les infirmiers. C'est là tout le problème. C'est une question de prise en main réelle des ressources humaines, du personnel qu'on met à disposition. Donc, ça ne revient pas au ministère de la fonction publique de faire. C'est à eux de s'assumer. Le peu qu'on a, je pense, ils sont, à tous les points de vue, ils sont les secteurs le mieux nantis. Ils peuvent déployer avec un bon travail de suivi, je pense, ce problème-là sera résolu. Mais parce qu'on est déployé. Les gens ici, ils viennent demander à être intégrés, enseignants, infirmiers, mais après on les retrouve dans les cliniques privées. Les enseignants, on les retrouve dans les écoles, les établissements privés. Parce qu'en province, il n'y en a pas. Donc tous veulent se concentrer d'abord en Djamena, tout au plus autour des grands centres comme Mondou. Mais dans les régions reculées, les villages reculés encore moins, je pense, c'est un travail d'abord de conscience. Quand on prend l'engagement, d'abord il y a ce qu'on appelle engagement décennal. On doit s'engager. On ne veut pas vouloir d'une chose et faire le contraire après. C'est ça ce que tue le pays. Donc il va falloir que les gens se remettent en cause. Ils se disent, et d'ailleurs même religieusement, c'est pas bon. Tu ne peux pas gagner un salaire pour lequel tu n'as rien fait. Mais c'est ce qui se passe réellement. Et ce qui tire vers le bas tous nos efforts de progrès et de progression. Revenons sur le recrutement à la fonction publique. À quand l'intégration par voie de concours, comme dans certains pays de la sous-région? L'idée nous a effleuré il n'y a pas longtemps. Le gouvernement est en train de mener une réflexion parce que cela a un double intérêt. Parce que d'abord, si on le fait, c'est équitable. Si on le fait, on va prendre des gens volontaires et volontiers à aller travailler ou que l'on l'envoie. Et c'est des gens qui ont vocation qui doivent y entrer. Et on a la qualité également quant à la qualification. D'ailleurs, nos textes le disent. Pour entrer à la fonction publique, c'est par voie de concours. C'est écrit. Mais par humanisme. Parce que le pays a connu beaucoup trop de retard. Le défunt maréchal, il faut le mettre en avant. Et aujourd'hui, on a créé un précédent qui est difficilement compréhensible par nous. Mais c'est vers
ce scénario qu'on va s'acheminer, parce que c'est plus équitable, c'est parce que c'est plus juste, c'est parce que on va épuiser la ressource humaine de qualité. Maintenant, pour les autres, il y a beaucoup trop de dispositifs mis en place par le gouvernement pour aider les gens à devenir leurs propres patrons, pour aider les gens à s'insérer socialement, à leur octroyer des crédits. Mais ces structures-là font beaucoup trop de choses. Je vais citer l'ONAP, je vais citer le FONAP par exemple, qui font beaucoup trop d'activités et dont personne n'en parle. Tous ces beaux mondes qui se disent diplômés sans emploi, ils sont également faits. Mais c'est parce que le gouvernement, connaissant ses limites, a voulu orienter les autres, les uns et les autres, vers d'autres secteurs qui puissent les amener. Le tout n'est pas d'aller à la fonction. Après l'accord conclu le 9 janvier 2020, les travailleurs revendiquent encore le paiement des frais de transport de 2017 à 2019. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le ministre? D'abord, après la signature de ce protocole d'accord, dans ce protocole d'abord, il y a 4 revendications posées par les travailleurs. Sur les 4, il ne reste qu'une seule qui n'est pas évacuée, notamment la revendication concernant le paiement des frais de transport. Tout le reste a été fait. D'abord, il faut saluer le gouvernement pour cet effort-là, parce que c'était improbable. Ensuite, le frais de transport dont on parle tant ne concerne pas tout le monde. C'est une partie des fonctionnaires. D'abord, 2016 a été payé, une partie de 2017 également. Pour le reste, c'est cette crise-là qui a un peu ralenti les choses. Si vous permettez, Monsieur le ministre, quel est le corps concerné par cette revendication des frais de transport? Le corps, c'est tout le fonctionnaire, mais prioritairement les enseignants et les gens de la santé. Il va falloir totaliser 3 ans d'ancienneté pour avoir chaque 3 ans l'équivalent d'1 mois de salaire. C'est ça qu'on a appelé 13e mois. Oui, Monsieur le ministre, selon la plateforme syndicale revendicative, les résultats laissés par les cabinets d'audit dont vous avez fait allusion tout à l'heure, le CEGIC, Afrique internationale, fait état de 9000 diplômes plutôt obtenus à l'étranger, non authentifiés. Cet audit fait également état de plus de 17 000 fonctionnaires sans dossier, mais qui perçoivent leur salaire, et plus de 1900 agents présumés détenteurs de faux diplômes. Monsieur le ministre, un petit commentaire par rapport à toute cette situation. Bien sûr, ces agents présumés détenteurs de faux ont été sanctionnés. Mais c'est pourrait qu'on n'a pas fait le bon jugement. Ce qui fait qu'on a laissé le temps, un temps suffisamment raisonnable pour que les gens reviennent se justifier. Et aujourd'hui, les requêtes, il y en a beaucoup. Il y en a qui, comme ils le disent, ont été injustement sanctionnés. Et ceux-là, il faut les faire entrer rapidement dans leurs droits. Pour le reste, on est en train de compiler pour après faire remonter plus haut. Et dans le rapport final, ça va, je pense, apparaître tout ça. Monsieur le ministre, la grève est un droit, mais pourquoi les journées non prestées ne sont plus payées? Évidemment, les journées non prestées, selon le texte, ne sont pas payées. C'est à la charge de celui-là qui vous a demandé d'aller en grève. Donc, du syndicat, ça peut être n'importe quel autre commanditaire. Mais à ce que je sache, jamais dans l'histoire du pays, on a coupé le salaire de quelqu'un parce qu'il est allé en grève. On paye le salaire quand la motivation est liée au non-paiement des salaires. Mais quand la motivation est tout autre, c'est à la charge
de celui qui vous demande d'aller en grève. Ça, ce sont nos textes qui le disent. Mais, à ce que je sache, au Tchad, on n'a jamais coupé le salaire de qui que ce soit parce qu'il est allé en grève. Tous sommes des fonctionnaires, tous, vous autres journalistes, vous avez suivi les parcours. Est-ce qu'il y a eu un jour une telle plainte? Monsieur le ministre, quel est le sort des fonctionnaires fictifs et détenteurs de faux diplômes? Pour l'instant, ils sont encore présumés. Je ne suis pas praticien du droit, mais je pense, ça a tout son sens. Il y a ce qu'on appelle le bénéfice du doute. À leur décharge, on dira qu'ils ont été très mal jugés, pas bien appréciés. Il se pourrait que le cabinet ait fait d'erreurs. Tout ça, il faut comparer. Les gens, on leur donne un temps, ils reviennent. Mais dès lors qu'il s'avère qu'ils sont détenteurs de faux diplômes ou bien des fonctionnaires fictifs, je pense qu'on va les rayer purement et simplement de la fichier sol. Okay. Le personnel de ESSO a observé une grève d'une vingtaine de jours. Il a fallu l'intervention du gouvernement pour décanter la situation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, j'allais dire? Le personnel de ESSO est allé en grève suite à l'annonce faite par le géant américain du pétrole, en l'occurrence ESSO, de sa volonté de vendre ses actifs ici au Tchad et au Cameroun à une société de droit britannique, Savannah, je pense. Dernièrement, il a fallu l'intervention du Premier ministre avec à nos côtés. Donc le gouvernement dans cette histoire a joué qu'un rôle de facilitateur. C'est ça qui a permis, après 21 ou 2 jours de grève sèche, de lever la grève et la production a redémarré à la satisfaction générale. Donc le processus continue, c'est un dialogue. ESSO a accepté de revenir à la table de négociation. Les travailleurs également participent et je pense que le dénouement va, on l'espère bien, être heureux. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que Brahim Mahamat, ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la concertation sociale, était notre invité de la semaine. L'intégration des diplômés et plusieurs autres questions liées à la gestion du département qu'il dirige étaient au menu de cet entretien. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, vous remercions de votre aimable attention. À dimanche prochain.